Alors, merci à tous. Donc, ici, je vais présenter la méthodologie qu'on a essayé d'établir pour définir des priorités de conservation pour 4 groupes qui intéressent particulièrement l'Athagora, les chauves-souris, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Alors, au départ, ce travail se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'actualisation des listes rouges des espèces menacées. Donc, dans le cadre de ce travail, on devait en particulier mettre à jour les listes rouges des espèces menacées, donc les fameux critères de l'UICN, qui reflètent en fait le risque d'extinction des espèces en Wallonie. Mais donc, on savait dès le départ donc, que ces risques d'extinction, donc en danger critique, etc., ne peuvent pas être directement utilisés pour fixer les priorités de conservation. Qu'est-ce que c'est que les priorités de conservation? C'est tout simplement, en l'occurrence ici, savoir sur quelles espèces travailler en priorité pour les conserver. Donc, si on se base uniquement sur le risque d'extinction, tant l'UICN que de plein d'autres, que ce n'est pas la bonne méthode parce que vous allez voir que le risque d'extinction d'une espèce en soi ne permet pas toujours de dire que ça vaut la peine à tout prix d'investir beaucoup d'argent pour sa sauvegarde. Et inversement, il y a des espèces qui ne sont pas menacées d'extinction, mais qui n'ont pas perdu, qui ne perdent pas par ce fait-là l'intérêt de les conserver, donc d'investir dans leur conservation. Et donc, dans le cahier des charges, c'était en fait relativement ouvert, cette partie-là, la définition des priorités de conservation. Mais tout ce qu'on savait, donc, c'est que ça devait permettre d'orienter les actions de conservation de façon pertinente. Cette phrase-là que j'ai mis en jaune là a son importance. Donc, on doit développer en fait une méthodologie qui n'était pas aussi cadrée au départ que celle qui permet de définir le risque d'extinction des espèces. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc analyser la littérature sur cette problématique-là. Donc, comment mettons la priorité sur des espèces ou comment hiérarchise-t-on les actions ou les espèces qu'on veut mener? Et donc, on a une petite équipe qu'on a constituée au départ du travail sur les listes rouges, donc Eric, Cécile, Anne et moi. Et donc, avec cette petite équipe, on a d'abord réfléchi entre nous. Et donc, ici, on est à l'étape où on vous expose finalement à différents sous-groupes cette méthodologie après son application préliminaire, parce qu'il nous semblait que c'était quand même utile de déjà l'appliquer, la méthodologie, pour qu'on puisse voir, vous allez voir différents exemples que je vais montrer, parce que sinon on parle dans le vide. Donc, on est à l'étape blanche dans le truc ici, qui est de présenter à différents experts internes ou externes. Et puis, on espère qu'ensuite, on pourra rédiger une proposition finale qui ferait consensus. On peut espérer, ou en tout cas, quand on s'est avancé dans la littérature sur le sujet, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une profusion. Quasiment chaque auteur, en fait, développe sa propre méthode. Il n'y a pas du tout de tentative même d'unification des différentes méthodes. Tout simplement pourquoi? Parce que la question de prioriser les espèces dans le monde de la conservation de la nature, en fait, ça rejoint plein d'aspects différents. On peut par exemple vouloir viser les unités biologiques, comme par exemple les espèces ou même des populations, ou des unités géographiques, comme par exemple où acheter des réserves naturelles, ou aussi voir quelle action mener en priorité. Est-ce qu'il vaut mieux sensibiliser le grand public ou lutter contre le braconnage, etc. Donc, il y a différentes unités qu'on peut viser par cette priorisation. Nous, ici, comme on travaillait sur 4 groupes d'espèces, logiquement, c'est plutôt l'identification des espèces prioritaires dans le groupe d'espèces qu'on avait en charge qu'on a voulu faire. Donc, c'est pour ça qu'on a assez bien suivi la zone grise ici de la DIA, qui est en fait tirée d'une review sur les méthodes de priorisation. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était ranger les unités, c'est-à-dire les unités biologiques, c'est-à-dire les espèces, suivant une méthode hiérarchique, afin d'identifier sur lesquelles on voulait travailler en particulier. Mais vous voyez qu'on a dû laisser de côté plein d'autres aspects. Et même à l'intérieur de ça, quand on range les espèces suivant certains critères, en fait, il y a 2 grandes familles de travail qu'on peut mener. C'est soit juger du risque d'extinction ou du risque de sensibilité à, par exemple, un phénomène comme les éoliennes ou les lignes à haute tension, par exemple. Donc ça, par ailleurs, on a déjà fait ce travail-là, par exemple, sur les oiseaux, de classer les oiseaux suivant le risque vis-à-vis des lignes à haute tension. Et alors, le plus connu, finalement, de ces méthodes-là, c'est
justement la détermination des listes rouges de l'UICN, donc de l'Union internationale sur la conservation de la nature, qui a défini des méthodes, une méthode de détermination du risque d'extinction, tant au niveau global qu'au niveau régional, comme la Wallonie ou un pays. Et ça, c'est très, très cadré, quoi. Il y a toutes les listes rouges, finalement, maintenant, pratiquement, suivent cette méthode-là. Et donc, on doit, à la limite, pas trop se poser de questions sur la méthode. On a plein de questions à se poser, évidemment, sur les données disponibles. Mais la moulinette de l'UICN, elle est généralement acceptée comme, pour établir la liste rouge comme étant celle qu'il faut suivre, quoi. Dans l'autre volet, donc c'est ça qu'on fait maintenant, déterminer les priorités de conservation. Ben là, en fait, c'est là qu'on a une très, très grande diversité de méthodes. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous allez le voir que la plupart des méthodes de détermination de priorité de conservation font d'abord le travail de la liste rouge parce que c'est un des critères importants, le critère du risque d'extinction d'une espèce, quand même. Ce n'est pas le seul critère, enfin, c'est très rarement recommandé comme étant le seul critère, mais c'est en tout cas un critère à considérer. Et dans la littérature, en fait, on trouve aussi plein de réflexions sur comment ne pas se tromper ou comment on pourrait se tromper en faisant ces exercices. En fait, c'est assez quand même, c'est à la limite entre ce qui est scientifique, parce qu'on essaie de se baser évidemment sur des données, et sur un aspect plus politique, parce que ce qu'on voudrait, c'est que ça mène à des choix politiques de conservation de la nature. Quand je dis politique, ce n'est pas nécessairement au niveau politique en tant que tel, décision politique, je veux dire, mais aussi, par exemple, dans notre association, on pourrait, on a bien vu dans l'exercice du plan stratégique de Natagora qu'il y avait un peu des arbitrages sur ce qu'on jugeait être la priorité de la conservation de la nature en Wallonie sur laquelle on voulait travailler. Donc, voilà, alors parmi les recommandations qu'on peut tirer, notamment de cette review que je trouve vraiment éclairante à ce sujet-là, c'est que il faut en tout cas vraiment essayer de ne pas rester trop flou ou trop neutre. Il faut avoir bien conscience qu'on est vraiment dans une démarche de prise de décision, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans le flou par rapport à la décision. Il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas dire qu'une espèce est meilleure qu'une autre ou vaut plus la peine qu'une autre. C'est les actions vers ces espèces qu'on va viser, quoi. Et aussi, il y a plein d'erreurs à ne pas commettre, qu'on a failli commettre nous-mêmes, à vrai dire, qui est par exemple d'utiliser des valeurs qui ne sont en fait pas arithmétiques, mais peu à peu, on perd un peu le fil et on les additionne, on les moyenne, comme si elles étaient arithmétiques. Par exemple, les classes de risque de l'UICN elles-mêmes, donc en danger critique, en danger vulnérable, on peut leur donner une valeur numérique si on veut, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens de dire que la catégorie en danger est plus 1 par rapport à vulnérable en termes arithmétiques, quoi. Alors, il y a aussi plein de questions qu'il faut essayer d'éviter, qui sont de mettre des jugements de valeur cachés dans le système de combinaison des critères qu'on va mettre en place. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est ne pas, être le plus possible transparent par rapport aux choix qu'on fait, parce que c'est la meilleure manière par exemple, de pouvoir les remettre en cause. Et vous allez voir que ici, en préparant l'exposé, en regardant le travail qu'on avait fait, l'application qu'on en avait fait, il y a plein de questions que je me pose moi-même. Donc, c'est bon signe. En fait, ça veut dire que c'est transparent et que, oui, il y a des choix, il y a des données qui sont manquantes, il y a des options qu'on peut prendre ou pas prendre, quoi. Donc, et il vaut mieux en être conscient, en fait, sinon on cache des jugements de valeur derrière. Voilà, ça, c'est les principales erreurs à éviter. Donc, après toutes ces réflexions-là, on a décidé de travailler vraiment sur 2 objectifs concrets, de repréciser l'objectif, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire prioriser les espèces pour la conservation? On a essayé de se limiter, en fait, à 2 questions tout à fait concrètes et d'actualité. Donc, la première question, c'est pour quelles espèces faudrait-il développer des plans d'action espèces? C'est quoi? C'est simplement une définition des objectifs de gestion par rapport à une espèce, une définition des sites sur lesquels agir et des actions qu'on peut mener. Et les actions peuvent être menées, par exemple, en mobilisant des budgets style PDR ou d'autres budgets, quoi, MAE, par exemple. Voilà, il y a des plans d'action d'espèces qui sont, par exemple, écrits sur, par exemple, au niveau oiseau, il y a les busards ou sur le sonneur à ventre jaune chez les amphibiens. On donner des exemples. La question, c'est est-ce qu'on doit en faire d'autres? Sur quelles espèces on devrait en faire, en fait?
Donc, c'est hyper concret. L'autre question, c'est, vous savez qu'il y a une réflexion en cours sur le réseau écologique wallon, et donc la définition de zones centrales qui vont se baser sur la répartition des espèces connues. Et donc, une autre question qu'on peut se poser, c'est, mais vraiment sur quelles espèces faut-il absolument inclure dans ces zones centrales? Qu'est-ce qu'elles devraient viser en particulier, quoi? Donc, on a pris ces deux questions-là pour concrétiser finalement cette question de priorisation des espèces. Donc, ce qu'on a fait ensuite, une fois qu'on a eu défini ça, c'est on a regardé les critères à utiliser pour ces espèces, et puis après, on a réfléchi à comment combiner ces critères, non pas pour faire un ordre de priorité, dire cette espèce est avant celle-là et ça est avant celle-là, parce qu'on s'est dit, si on fait juste un ordre, en fait, on n'aide pas vraiment le décideur, parce que où est-ce qu'il s'arrête dans l'ordre? Si on met une cote de 1 à 100 à chaque espèce, et que telle espèce à 99 et une autre à 97, est-ce qu'on prend celle à 97 ou pas? Donc, on a plutôt voulu définir une liste claire d'espèces qui répond aux deux questions que j'ai exposées. Et puis après, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un sous-ordre d'urgence lié au niveau de menace. Si une espèce est en danger critique, c'est quand même assez logique de commencer par elle, quoi. Voilà. Après, s'est posé aussi la question des priorités de connaissance. On s'est rendu compte que pour certaines espèces, on n'avait pas les éléments en Wallonie pour être sûr de répondre correctement aux questions. Donc, on a identifié ces espèces-là et, si possible, identifié ce qu'il fallait faire pour répondre aux questions par rapport à ces espèces-là. Dans la littérature aussi, il y a plusieurs reviews qui justement listent en fait tous les critères qu'on peut utiliser pour ce genre d'exercice. Ici, c'en est une du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc, vous voyez que parmi les critères qui sont utilisés, on a la vulnérabilité, donc c'est est-ce que l'espèce risque d'être éteinte en Wallonie, donc c'est le plus souvent utilisé comme critère de priorisation. Un autre critère, c'est le statut réglementaire. Est-ce qu'il y a une obligation, par exemple, européenne pour protéger telle ou telle espèce? Il y a aussi toute une famille de critères qui sont liés à ce qu'ils appellent ici la distribution géographique, mais nous, on a plutôt traduit ça par responsabilité au sein de l'aire de répartition de l'espèce. J'y viendrai en détail après, hein, sur tous ces critères-là. Il y a aussi des critères qui peuvent concerner l'habitat humain, les habitats des espèces. Donc, une espèce qui habite un habitat rare, on peut la cibler en priorité parce d'une part, par exemple, on va protéger d'autres espèces qui sont liées à ces habitats. Voilà. Alors, il y a aussi une autre famille de critères qui correspondent quasiment à une originalité génétique ou vraiment à la biodiversité dans son sens quasi génétique ou philosophique. Donc, c'est par exemple, il vaut mieux protéger une espèce qui est unique en son genre qu'une espèce où il y a 10 espèces très proches dans le monde, parce que voilà, on favorise la diversité phylogénétique. Ou des questions du style, il vaut mieux protéger les espèces qui sont sur les fronts d'évolution, donc où le processus de spéciation est toujours en cours, par exemple, plutôt que des espèces relictuelles, des fossiles vivants, si vous voulez, qui sont de toute façon pas, on va dire, en train d'évoluer et donc qui ne vont pas générer de nouvelles biodiversités futures. Il y a aussi la question du rapport coût-bénéfice des mesures. Est-ce que les mesures vont marcher ou pas? Voilà, il y a toute une série de méthodes de priorisation qui prennent ça en compte, évidemment, pour ne pas investir à perte. Nous, en examinant tout ça, on s'est dit qu'au niveau wallon, on allait uniquement travailler sur, en fait, finalement, vous verrez qu'il y a 5 critères qu'on a choisis, mais en gros, d'une part, la vulnérabilité, et d'autre part, la responsabilité de la région wallonne par rapport à l'aire de l'espèce, le rapport coût-bénéfice des mesures, et aussi, on a pris en compte aussi finalement le lien avec l'habitat. Donc, on a exclu, si vous voulez, tout ce qui est statut réglementaire. Pourquoi? Parce que ça, d'office, on a des obligations. Donc, par exemple, la directive oiseaux et habitat, les directives nous imposent de travailler sur des espèces. C'est bien pour ça qu'on a l'AFBNIP. Donc ça, de toute façon, on doit quelque part remplir ça. Donc on s'est dit, ça ne vaut pas la peine d'inclure ça dans la réflexion. L'idée ici était plutôt d'explorer éventuellement des espèces oubliées justement par ces obligations réglementaires. Alors, on a aussi laissé tomber tout ce qui était l'originalité phylogénétique parce que ça s'adresse plus à une réflexion au niveau global de l'espèce. Au niveau de la Wallonie, ça n'a pas vraiment de sens de commencer à rentrer dans des considérations phylogénétiques ou de fonctionnement global de la biodiversité dans le monde, quoi. Donc voilà, on s'est focalisé aussi sur notre région, évidemment. Alors,
rapidement les critères. Donc, le premier critère, c'est facile, c'est simplement le niveau de menace, donc de non menacé à en danger critique d'extinction. Chaque critère, en fait, on a 5 niveaux. Donc, de 1, supposé le moins prioritaire, à 5, le plus prioritaire. Et alors ici, on a un niveau en plus, qui est le degré 0, c'est par exemple les espèces exotiques qui sont non concernées par... voilà, de toute façon, on ne va pas travailler dessus ici. Alors après, il y a un autre choix qu'on a fait, mais qui là est vraiment à remettre en question, enfin à se poser en question. On a mis en 0 les espèces éteintes régionalement. Est-ce qu'on doit ou pas les inclure dans la réflexion sur les espèces prioritaires? Alors, le deuxième critère, c'est la responsabilité de la Wallonie. Donc, il y a deux critères, le critère 2 et 3, qui ont à voir avec une question de responsabilité. Donc, ici, le premier, c'est dans la littérature, hein, par exemple, le fameux article de Keller et Bowman qui était cité dans le cahier des charges même, c'est vraiment donc une question qui a trait à quelle est l'importance de la population de l'espèce visée wallonne par rapport à l'état global de l'espèce en question dans le monde, finalement, au final. Donc, nous, on a un peu restreint cette question-là, vous allez voir. Et donc, nous, on s'est posé la question, dans quelle mesure la conservation de l'espèce en Wallonie a une quelconque importance particulière par rapport à la population de l'espèce dans le nord-ouest de l'Europe, enfin, notre région d'Europe. Donc, autrement dit, est-ce que conserver l'espèce en Wallonie, ça a du sens ou est-ce que c'est tout à fait marginal par rapport au maintien de l'espèce ou de son caractère original dans le nord-ouest de l'Europe? Pour les oiseaux, on a utilisé vraiment la technique de Keller et Bowman qui avait été définie pour la Suisse, c'est-à-dire qu'on a calculé un rapport de responsabilité où en fait, on fait d'abord le rapport entre l'effectif wallon, donc le nombre de couples nicheurs en Wallonie, sur l'effectif nicheur en Europe du Nord-Ouest. L'Europe du Nord-Ouest, c'est la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et la Belgique, donc la Flandre, incluant la Flandre et la Grande-Bretagne. Et on a fait d'une part le rapport entre les effectifs dans la Wallonie et dans toute cette aire de répartition, et par ailleurs la surface de la Wallonie, donc 16 000 km² par rapport à la surface de toute cette aire potentielle. Et donc, si on fait le rapport entre ces deux rapports, on obtient donc quelque chose qui varie entre plus petit que 1. Plus petit que 1, ça veut dire que quelque part en Wallonie, on a beaucoup moins d'individus de cette espèce-là que s'ils étaient répartis, si tous les individus de l'espèce étaient répartis équitablement entre tous ces pays. Si c'est 1, ça veut dire, voilà, il y a des effectifs en Wallonie qui correspondent, qui n'ont rien de particulier par rapport à l'espèce en Europe. Par contre, si on est au-dessus de 1, ça veut dire que l'effectif wallon est plus important que une répartition équitable à travers tous les pays de l'ère de répartition. Ben voilà directement l'exemple. Donc ici, les deux exemples extrêmes, la cigogne noire et la perdrix grise. La cigogne noire, on a sans doute un peu surestimé, mais on a, mettons, une centaine de couples en Wallonie. Et on peut comparer avec les populations des pays voisins. Donc en France, on n'a même pas 100 couples, en Flandre, on n'en a pas, en Allemagne, on n'a pas 1000 couples, au Grand-Duché, entre 10 et 15, aux Pays-Bas, on n'en a pas, en Grande-Bretagne, on n'en a pas. Donc, ça veut dire que la population wallonne, si on regarde le nord-ouest de l'Europe, elle est vraiment importante, en fait, relativement importante, malgré la petite taille de notre territoire. On abrite beaucoup de cigognes noires en comparaison de tous nos voisins. Donc, on a mis, dans ce cas-là, niveau 5. La perdrix, par contre, c'est l'exemple inverse. On a même plus 1000 perdrix, 1000 mâles chanteurs, même 1000 couples, disons, de perdrix en Wallonie, d'après les dernières estimations, alors vous voyez qu'en France, en Flandre, en Allemagne, on est beaucoup plus haut. Donc là, dans ce cas-là, on est niveau 1, c'est-à-dire la population wallonne est négligeable par rapport à tous nos pays voisins. Pour les chauves-souris et l'herpétofaune, on n'a pas pu travailler comme ça parce qu'on n'a pas d'estimation d'effectifs ni chez nous ni ailleurs d'ailleurs. Donc on a choisi une autre méthode, c'est de comparer les statuts liste rouge. Donc, on s'est dit, si nous, par exemple, on a une espèce, je donne directement les exemples, comme ça c'est plus parlant. On a par exemple à gauche l'alite, le crapaud accoucheur. Il est LC en Wallonie, donc pas considéré comme menacé de disparition à brève échéance. Par contre, dans tous les autres pays, en tout cas tous les autres listes rouges des pays ou des régions voisines, son statut est beaucoup plus critique, quoi. Donc on a la chance en Wallonie d'avoir encore finalement une belle population,
tout cas, c'est ce que l'aspect liste rouge laisse sous-entendre. Donc là, on lui a mis une responsabilité de niveau 5. À droite, c'est la Barbastelle, elle est en danger en Wallonie, mais donc on n'a pas de statut plus grave dans les autres régions. Donc voilà, elle est peut-être aussi en danger dans les autres régions, mais pas d'une manière plus catastrophique qu'en Wallonie. Donc là, on a plutôt une responsabilité moyenne par rapport à cette espèce-là. En tout cas, c'est la méthode, de nouveau, qu'on s'est vu limité quelque part à appliquer pour ces deux groupes-là parce qu'on n'avait pas à la limite de meilleures indications. Mais on a complété en fait de toute façon par un troisième critère, le critère 3, qu'on a appelé originalité biogéographique. Donc ça, c'est plutôt basé sur l'aire de répartition. Et là, heureusement, on a des meilleures données pour tous les groupes en fait. Donc, de nouveau, ça va de 1 à 5. 1, c'est le moins prioritaire et 5, le plus prioritaire. 1, on a subdivisé en 2. C'est soit des populations qui sont totalement marginales en Wallonie, donc c'est-à-dire qui ne comptent vraiment pas du tout dans l'aire de répartition, parce que par exemple, ça peut être une espèce tout à fait localisée, pic-ploc, qui a quelques populations un petit peu partout, dont une qui de temps en temps arrive en Wallonie, mais qui n'est même pas régulière, par exemple. Et à l'inverse aussi, on a mis la moins grande priorité pour des espèces où la Wallonie est finalement au cœur d'une grande aire continue, quoi, où il n'y a pas vraiment de particularité biogéographique à la Wallonie. Après, on a tous les cas d'espèces en bordure d'une aire, où là, ben, on a un peu plus de responsabilité parce que si l'espèce disparaît de Wallonie, par exemple, eh ben, en termes européens, ben, on a une forte diminution de l'aire de répartition globale européenne. Donc, ça veut dire qu'on a intérêt à la conserver en Wallonie, puisque, par exemple, au niveau de la directive Habitat et directive Oiseaux, c'est clairement écrit qu'il faut, si possible, conserver l'aire la plus étendue possible. Et puis alors, le cas le plus extrême, c'est dans le cas où on a des populations relictuelles, donc qui deviennent finalement originales au niveau biogéographique, ou carrément des espèces endémiques. En Wallonie, dans nos groupes, en tout cas, on n'en a pas, mais on a des espèces subendémiques ou des sous-espèces quasiment endémiques. On peut penser notamment à la gélinote des bois. Alors là, un exemple, ben, c'est le sonneur, où là, on a une population relictuelle en limite occidentale d'aire de répartition. Donc, dans ce cas-là, on lui a provisoirement, en tout cas, indiqué le niveau 5. La noctule, donc là, par contre, on lui a mis le niveau le plus bas, bien qu'elle soit rare chez nous, parce que voilà, c'est une grande aire de répartition, on est en plein milieu de l'air, et en plus, c'est une espèce qui fait des grands déplacements, etc. Donc, on n'a probablement pas d'originalité biogéographique pour cette espèce-là. Donc, on a mis 1. Et alors, vous allez voir ici un exemple qui est un peu... qui montre que c'est vraiment pas évident et que, à vrai dire, on a, en tout cas pour les oiseaux, comme il y a beaucoup d'espèces, je crois que finalement il y avait 153 espèces examinées, ben, fatalement on a dû avoir une espèce d'approche systématique pour toutes les espèces. Et puis après, quand on confronte ça au niveau qu'on leur a mis, ben voilà, il y a parfois des questions de cohérence. Par exemple, à gauche, donc c'est le butor, le grand butor, le butor étoilé. À droite, le blongios nain. Tous les deux des espèces qui vivent dans le même habitat, la roselière, etc., qui sont très rares chez nous. Mais le butor, on peut donc, pour déterminer le niveau biogéographique, on a regardé les cartes de répartition européennes qui viennent d'être publiées dans l'Atlas européen. Et donc, on a considéré que le butor était en bordure ouest d'une aire en rétraction, alors que le blongios, il est marginal chez nous dans une aire discontinue. Et donc, ça leur donne vraiment un niveau 4 au butor et 1 au blongios. Mais on peut se poser la question de pourquoi. Voilà les cartes, en fait. Donc, le butor étoilé, vous voyez qu'on a vraiment un gradient ouest-est où il est beaucoup plus abondant dans l'est de l'Europe. Mais en fait, on ne le voit peut-être pas très bien sur la slide, mais il est quand même aussi présent en France et autour de chez nous. Tandis que le blongios, c'est vraiment une espèce plutôt méridionale et du sud-est. Et dans notre région d'Europe, c'est vraiment des petites taches de présence, mais beaucoup. En fait, l'air n'est plus continu en fait dans cette région du monde. Et si on regarde le butor aussi, ce qui a guidé un peu ce choix-là, c'est simplement, ça c'est la carte
des changements en fait, d'aire de répartition. En bleu, c'est les progressions, en orange, c'est les régressions, en gris, c'est les stabilités par rapport aux années 80. Et en fait, c'est une espèce qui progresse assez bien dans le nord-ouest de l'Europe, même s'il régresse dans la partie française la plus proche de chez nous. Et donc, on pourrait avoir un rôle à jouer dans le bouchage des trous, si vous voulez, de l'aire de répartition. Le quatrième critère, là, c'est celui qui a trait à l'habitat, où là, on a voilà, de nouveau, de 1 à 5, on a mis de 1 les espèces généralistes, celles pour lesquelles finalement l'habitat est vraiment largement répandu et pour lesquelles, je ne sais pas, la maison charbonnière, on peut la trouver dans plein d'habitats du moment qu'il y a des cavités dans des arbres ou même dans des murs. Et après, évidemment, vous avez tout un gradient. C'est des espèces qui dépendent, par exemple, de plans d'eau. Logiquement, leur habitat est quand même beaucoup plus ciblé, beaucoup plus particulier, finalement, que des espèces généralistes. Alors, les plus extrêmes, c'est les espèces qui sont vraiment inféodées à un milieu tout à fait spécifique et rare, par exemple, la roselière, quoi. Typiquement ça, mais ça pourrait être certains types de mares ou certains types de landes, etc. Ou une combinaison d'éléments dans l'habitat. Là, je n'ai pas mis d'exemple, mais voilà, on peut en rediscuter par la suite. Alors après vient le dernier critère, le critère 5, le rapport coût-efficacité des mesures. Donc là, ça va de nouveau de 1 à 5, mais le truc le plus critique, c'est le niveau 1, où on estime que les mesures sont soit inutiles, soit inapplicables. Et donc, là, il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à l'attribution d'un 1 dans ce critère-là. C'est notamment lorsqu'on estime qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à injecter des ressources dans la conservation de cette espèce. Ça peut être, par exemple, une espèce en plein boom démographique partout en Europe et qui arrive chez nous et niche chez nous sans qu'on ne fasse rien du tout. C'est tout simplement parce que la dynamique globale de sa population est justement super dynamique. Ça peut être aussi des causes perdues où on estime qu'on aura beau injecter de l'argent, on n'arrivera pas à enrayer le déclin. Ça peut être aussi des espèces, ça c'est un peu particulier, qui, par exemple, pourraient être liées aux plantations de résineux. Et donc, on peut légitimement se poser la question, tiens, est-ce que ça a du sens de sauver une espèce qui dépend strictement des résineux? Puisque c'est quand même, pour d'autres raisons, pas ce que nous, en tant que gestionnaire de la nature, on va chercher, par exemple, à favoriser, quoi. Donc, voilà, certes, la conservation de certaines espèces peut même être antinomique, quelque part, des actions les plus importantes sur la conservation. Et puis, alors après, on a classé de 2 à 5, soit, voilà, on estime qu'il faut prendre des mesures, mais on ne sait pas trop lesquelles. 3, on estime qu'il faut prendre des mesures, mais ça coûte très cher. 4, on a des mesures qui sont connues, mais qui sont parfois pas toujours efficaces, mais en général, ça marche. Et 5, c'est des mesures où on sait que voilà, c'est les low hanging fruits, donc les mesures où les espèces pour lesquelles on sait très bien ce qu'il faut faire et où ça marche déjà en fait, en gros, souvent. Voilà. Après, évidemment, on a tous ces critères, on a rempli tous ces tableaux pour toutes les espèces. De nouveau, ça, c'est tout à fait le contenu des tableaux sont tout à fait discutables. Espèce par espèce, on pourrait passer toute une après-midi ou plusieurs jours à regarder toutes ces espèces. Et après, ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte de comment on combine en fait ces critères, tous ces résultats, pour répondre à nos deux questions. Donc, première question, pour quelles espèces un plan d'action? Là, on s'est dit, de nouveau, pour éviter une sorte de classement de A à Z, si vous voulez, où finalement on ne met pas vraiment de limite et on laisse aux décideurs le choix. Enfin, en tout cas, on ne se mouille pas vraiment, quoi. Ici, on a décidé de se mouiller et de répondre et de dire, voilà, il y a une combinaison de critères particuliers qui fait que oui, on estime qu'il faut un plan d'action pour ces espèces-là. Et donc, on a pris d'une part, on n'a pas considéré l'habitat, par exemple. Pour le lien avec l'habitat, on s'est dit, dans le cadre d'un plan d'action, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on pourrait imaginer un plan d'action qui, par exemple, n'a rien à voir avec la gestion de l'habitat
Ça pourrait être juste une question de sensibilisation du public ou de lutte contre le braconnage ou d'évitement des empoisonnements. Donc, dans ce cas-là, ça peut même être une espèce généraliste qu'on vise. Donc, on n'a pas considéré l'habitat. Par contre, ce qu'on a absolument évité pour un plan d'action, c'est les espèces dont le critère 5, donc le critère mesure, était égal à 1, puisque là, on estime qu'il ne faut pas prendre de mesure, donc on ne va pas rédiger un plan d'action de mesure pour quelque chose qu'on estime n'a pas lieu d'être. Donc, à la limite, c'est le critère de base, la condition de base. Après, on a pris toutes les espèces menacées en Wallonie, mais avec un niveau en plus. Donc, il ne suffit pas d'être menacé, il faut aussi que la Wallonie ait une certaine responsabilité. Donc, le critère 2 ou 3 plus grand que 1. Voilà. Et si, à ce moment-là, l'espèce se qualifiait grâce à cette combinaison de critères, si l'espèce était en danger critique, alors il était très urgent de faire un plan d'action. Et si l'espèce est vulnérable ou en danger, il est urgent de faire un plan d'action. Et toutes les autres, il faut faire un plan d'action, mais avec un niveau d'urgence moindre. Alors, on s'est dit aussi, on peut très bien aussi avoir des espèces qui ne sont pas du tout menacées, donc pas vulnérables, etc., mais où la Wallonie a une responsabilité particulière. Donc là, on a pris le critère 2 ou 3, mais à un niveau alors de 4 ou de 5. Donc vraiment, les espèces où on a une grosse responsabilité. La deuxième question, là, on a fait d'autres choix, fatalement, sur l'application des critères. On a là la pertinence des actions, le critère 5, là par contre, il n'entre pas en ligne de compte. Ça peut se discuter, tout ce que je dis, de toute façon, peut se discuter, mais ça en particulier. Donc, on a fait le choix de mettre éventuellement des zones centrales pour des espèces qui avaient 1 dans le critère 5. Vous verrez à quoi ça mène. Et en fait, je vais le dire tout de suite parce que je ne pense pas que je parle après, ça mène au fait que, par exemple, des espèces qui sont liées à des résineux, comme le castor moucheté, pourraient être considérées dans des zones centrales. Ça soulève cette question-là, et donc, c'est au moins bien si ça soulève déjà un débat à ce niveau-là. Ensuite, donc, on a évité, en fait, dans cette liste d'espèces finalement définies, les espèces qui sont trop généralistes, en fait, où il n'y a pas de raison de se tracasser de son habitat. Donc là, c'est le critère 4 supérieur à 2. Donc ça évite aussi les espèces, par exemple, comme pas mal d'oiseaux, en fait, qui sont en fait relativement généralistes dans leur habitat, mais qui dépendent, par exemple, d'arbres à cavité. Parce que finalement, l'arbre à cavité en tant que tel, c'est plutôt une mesure qu'on ne va pas faire des réserves naturelles d'arbres à cavité, si vous voulez. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des mesures pour favoriser les arbres à cavité en général. Ici, il faut bien se dire que ce qu'on vise, c'est la définition de zone centrale. Zone centrale, donc au sens réseau écologique, c'est-à-dire en général plutôt vraiment les milieux les plus valorisés en termes de statut, par exemple légal, style réserve naturelle ou autre. Alors après, les autres questions, c'est un peu là par contre la même chose que pour la première application, c'est la première question, c'est-à-dire que de nouveau on a pris les espèces soit menacées et avec un certain niveau de responsabilité, soit les espèces non menacées mais pour laquelle la Wallonie a une forte responsabilité, soit en soi ou biogéographique. Donc voilà, alors en pratique, si on applique ça, on obtient donc, vous voyez, au total, on a examiné 20 espèces de chauves-souris, 19 d'herpétophones et 153 d'oiseaux. Pour les oiseaux, on a évidemment, enfin, c'est pas évident, mais on s'est focalisé sur les oiseaux nicheurs. Donc, on a 7 espèces de chiroptères pour lesquelles il serait nécessaire de développer un plan d'action selon nous, enfin selon cette analyse en fait. Pour les oiseaux, on est à plus de 40 sur 153, il faut faire le rapport évidemment. Pour l'herpétofaune, on est à 9 sur 19, et avec différents degrés d'urgence. Pour les espèces à prendre en compte pour les zones centrales, on est plus ou moins au même nombre, en fait, en gros, pour les différents groupes. Et on a aussi identifié des espèces où il y avait des nécessités d'approfondir les priorités de connaissance. Ils peuvent ou pas déjà être inclus dans les groupes suivants, parce que parfois, on a estimé qu'il fallait
approfondir les connaissances, mais on avait déjà suffisamment d'éléments pour les qualifier pour les deux questions. Alors, si on passe rapidement les groupes en revue, pour les chauves-souris, en gros, on a une réponse oui aux deux questions pour toutes les espèces menacées. Et il y a juste la noctule commune, en fait, qui est menacée, mais qui n'est pas considérée comme prioritaire pour un plan d'action ou pour l'établissement des zones centrales. Et j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Pour l'herpétofaune, là, on a aussi pratiquement, là c'est l'inverse, on a toutes les espèces menacées plus les NT, c'est-à-dire à la limite d'être menacées, qui sont reprises. Et on a aussi la lite, qui est repris dans les deux questions, parce que son habitat est relativement spécialisé et parce qu'on a une forte responsabilité vis-à-vis de l'espèce, comme je l'ai expliqué tout à l'heure aussi. Pour les oiseaux, là, évidemment, c'est plus. En fait, là, il y a beaucoup plus de différence entre ce qui est sélectionné et la liste rouge pure, quoi, si vous voulez. Et donc, on a des espèces qui sont. Ici, c'est la liste des espèces qui sont menacées, donc qui pourraient disparaître de Wallonie à brève échéance, plus ou moins à brève échéance, mais pour laquelle on estime qu'il n'y a pas de priorité ou d'urgence, finalement, à développer un plan d'action. Et voilà, ça c'est évidemment ouvert à discussion et à controverse. Notamment finalement la perdrix, il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment puisqu'elle est menacée, en danger même de disparition, mais tant au niveau biogéographique que en termes de son effectif par rapport aux pays voisins, voilà, elle ne se qualifie pas. Ça pose question évidemment, mais donc même chose par exemple le castor moucheté, lui il est vulnérable, mais biogéographiquement c'est assez intéressant la population qu'on a, hein, c'est un peu une sorte de particularité boréo-alpine chez nous, mais comme il est lié à l'épicéa, voilà, on l'a disqualifié de ce fait-là. Alors, par contre, on a toute une série d'espèces qui ne sont pas menacées, mais qu'on sélectionnerait, nous, pour un plan d'action. Et là, il y a des surprises, évidemment, et c'est généralement plutôt parce que l'effectif wallon est très important par rapport aux pays voisins. Donc, c'est par exemple la cigogne noire, ça je l'ai déjà dit, mais aussi, assez bizarrement, le grèbe à cou noir. Donc, l'effectif wallon est quand même important. Ça, c'était une surprise pour moi, par exemple. Enfin, voilà, le faucon pèlerin, même des espèces assez banales finalement chez nous, comme le pigeon colombin. Quoi. Visiblement, on a des très belles populations comparativement aux voisins de pigeons colombins. Alors, il y a des espèces qui, en plus, sont par exemple annexe 1, comme le piquemar, puisque là, on est même à 5, on a vraiment des très belles populations de piquemar comparées à nos voisins. Le gobe-mouche noir aussi. Plus bizarrement, le tariépate, qui se porte extrêmement bien chez nous. Et donc, il a quintuplé sa population en 30 ans. Mais par contre, en France, il ne se porte pas bien du tout. Donc, on commence à avoir vraiment une population qui est internationalement importante. Maintenant, voilà, de nouveau, c'est sujet à débat, tout ce qu'on dit là. Ça clôture un peu l'aperçu de notre travail jusqu'ici.